Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale Top Congo RTNC. Nous sommes à Washington, D.C. Nous recevons pour vous le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous sur ce plateau pour cet échange, Christian Loussakweno des Top Congo. Première question. Monsieur le ministre, bien sûr qu'avant que Christian ne prenne la parole, bienvenue Christian. Merci Oscar, bonjour. Bonjour Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, quelles sont les leçons à tirer du séjour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Washington? Peut-on parler aujourd'hui d'un tournant décisif dans les relations de coopération bilatérale entre la RDC et les États-Unis d'Amérique? Nous avons suivi le président américain Donald Trump, lors du déjeuner des prières, dire que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était un brave, un homme merveilleux. Il a même ajouté en disant qu'il pouvait l'appeler à tout moment et pourquoi que ce soit. Je crois que votre dernière assertion peut constituer une partie de la réponse à votre question du départ, à savoir les leçons qu'on peut tirer de cette mission. Ce que moi je peux dire, c'est que c'était comme si nous étions à une semaine congolaise à Washington. Parce que le président de la République est arrivé mardi, il est reparti jeudi dans la soirée, après 3 jours d'intenses travaux, où il a eu l'occasion de rencontrer toute l'Amérique qui compte, j'ai envie de dire. D'abord, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on appelle ici House of Representatives, et du Sénat, donc les lawmakers, pour ne pas le dire en anglais, bipartisans, républicains et démocrates. Il a été reçu dans les protocoles réservés aux chefs d'État, et je crois que c'est plutôt rare d'avoir un tel accueil au niveau du Capitole. Au-delà du Capitole, le président de la République a eu des échanges avec les secrétaires d'État Marco Rubio, au département d'État. Au-delà de ça, il a eu des échanges avec DFC, qui est parmi les agences de l'administration américaine chargées des financements. Ensuite, au-delà du séjour du président de la République, il y a eu des réunions, notamment la première réunion du comité conjoint des directions sur l'exécution, la mise en œuvre du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, le tout couronné par cette activité à laquelle vous avez fait mention de la National Breakfast Prayer, qui réunit les chrétiens, pas seulement, du monde entier pour, autour de la prière, réfléchir notamment sur les enjeux de l'humanité. Alors ici, il y a une simple chose à dire. Je ne sais pas si je dois parler des leçons à tirer, mais j'ai envie de dire le Congo is back. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo, dans son rôle naturel de leadership, a pris sa place, parce que cette semaine aux États-Unis, on a beaucoup parlé des critical minerals, les minerais critiques. Les minerais critiques, c'est des minerais sans lesquels on ne peut pas répondre à certains impératifs, et on ne peut pas trouver des réponses sur ces questions sans avoir le Grand Congo à la table. Et donc, la simple présence du président de la République qui constitue en réalité le retour de la RDC dans la place où les décisions se prennent, contrairement à certains pays périphériques qui ont cru devenir des acteurs à travers le processus de pliage. Mais ici, la réponse a été donnée et le reste, l'avenir nous dira. Et les ondes de choc parvenues à Kigali considèrent, par rapport à tous les artifices et tout l'honneur réservé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les ondes de choc, les ondes parvenues à Kigali estiment que la RDC est considérée aujourd'hui, ou le chef de l'État est considéré aujourd'hui comme un enfant gâté. Écoutez, d'abord, je ne suis pas sûr que c'est une bonne référence, le président rwandais, parce que depuis plusieurs mois, nous cessons de le dire, il fait montre d'un comportement qui n'est pas adapté à la fonction qu'il incarne, parce que il est certain des propos que l'on devrait s'abstenir de tenir. De lui, on est habitué à entendre de tout et de tout genre. Mais ce que les gens doivent comprendre justement,
c'est que je pense qu'il est au bout du rouleau. Vous savez, un mensonge, vous pouvez les recycler pendant un temps. Hein, vous vous souvenez de ce qu'on dit, la vérité finit toujours par arriver, même si elle arrive par l'escalier. Aujourd'hui, tous les mensonges, toutes les campagnes de manipulation sont arrivées à leur fin. Et lui-même, parce qu'on dit montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Christian Lusakwen en sait sûrement mieux que moi sur cette expression. Mais la preuve aujourd'hui, lorsque vous l'écoutez, vous avez vraiment la certitude que cet homme a perdu la boussole. Lorsque lui-même revient sur ses reniements publics, en référence à cette interview des CNN, c'est illustratif justement de comment, lorsque nous disons que le Rwanda c'est l'empire du mensonge, il nous a donné la preuve justement que ces mensonges dans le pays est d'abord porté par lui-même. Et puis, dans un aveu qu'il a été applaudi malheureusement par des partisans fanatiques, il dit « c'est un mensonge ou c'est une vérité qu'il n'aurait pas amené devant une cour ». Ça veut dire qu'il vient de reconnaître que quotidiennement, son action en RDC ou son action politique est fondée notamment sur la stratégie du mensonge que, heureusement, nous avons suffisamment déconstruit. Et donc, il est arrivé au bout du rouleau, il vient confirmer ce que son ambassadrice avait dit il y a quelques semaines ici à Washington, et c'est donc la preuve que nous avons mis à bout. Et lorsque la République démocratique du Congo reprend sa place, comme c'était le cas cette semaine à Washington, on peut malheureusement plus jamais parler du Rwanda, parce que, comme je le disais, c'est un pays périphérique qui s'est construit sur le modèle de pillage. Les restes, c'est des choses qui vont se régler très rapidement dans le temps. Christian Lusakwen. Monsieur le ministre, l'accord de Washington, il a été signé il y a quelques mois. Il a même connu un temps d'arrêt avec Uvira. Aujourd'hui, vous parlez du Rwanda, de toutes les déclarations, et ici aussi on parle de mauvaise foi de Kigali. La RDC attend quoi, puisqu'elle a signé un accord pour investissement, mais elle a aussi signé un accord contre sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade face à quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur des sanctions, face à quelqu'un qui ne recule pas et qui se dit même prêt à faire face? Alors, peut-être que vous le formulerez mieux que moi, mais je crois qu'il existe un adage qui dit que Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Je crois que c'est illustratif du climat de panique qui règne au-delà de cette posture, contre cette forme de barreau d'honneur, mais c'est la preuve justement qu'il est perdu et qui sait que le reste n'est qu'une question de temps, parce que c'est pas nous, c'est eux-mêmes, gouvernement américain, de manière bipartisan d'ailleurs, gouvernement d'une part, vous aviez suivi les propos de l'ambassadeur Mike Waltz à New York, vous avez suivi les propos qui ont été tenus par les secrétaires d'État Rubio lui-même et les propos qui ont été confirmés par Madame Troutman à l'occasion de l'audition qu'il y avait eu au Congrès, et vous avez suivi les propos qui ont été tenus de manière bipartisane et qui ont été réitérés. Il est évident que le fait que le Rwanda ne fasse pas sa part dans le cadre de l'accord qu'ils ont librement signé pose problème par rapport à sa relation avec les Américains, et les Américains agissent et ils agiront sûrement davantage pour s'assurer que les promesses faites à leur président soient tenues. De quelle manière? Et d'ailleurs, vous, Monsieur Mbal, lorsque vous aviez commencé votre question, vous aviez dit, vous aviez répété ce que le président Trump a dit. Il suffit de voir ce qu'on appelle ici les body language et les mots qui ont été dits pour comprendre qu'en réalité, l'Amérique aujourd'hui ne peut pas penser constituer ses réserves stratégiques en termes de mines sans avoir une République démocratique du Congo. Et je dois vous rappeler qu'à toutes les instances où nous avons été, la République démocratique du Congo, son impératif de stabilité, son impératif de paix et de respect d'intégrité territoriale est une des conditions à la table. Et donc, on ne pourra pas véritablement avancer dans ce que nous voulons faire si cela n'est pas rétabli, et les Américains savent exactement ce qu'ils doivent faire pour que cette paix revienne
notamment en ce qui concerne l'attitude du Rwanda. Qu'est-ce qu'il doit faire? Marco Rubio aussi a dit que l'accord de Washington souffre d'application sur le terrain. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo attend des États-Unis? Une application sur le terrain, des sanctions. Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement en dehors de ces accords qu'il a signés et qui Écoutez, tardent à s'appliquer? mais principalement, Christian, et je voudrais que ça, tout le monde le note, c'est que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Et qu'on ne vous trompe pas, la République démocratique du Congo, un peu comme nous l'avons coutume de l'expliquer, nous sommes à la fois sur le front militaire, diplomatique, judiciaire, médiatique ainsi qu'économique. Nous utilisons tous ces leviers en même temps. Il est évident que les Américains, dans leur rôle des médiations, parce qu'aujourd'hui, les différentes réunions qui s'éteignaient dans le cadre du mécanisme conjoint du suivi de l'accord ne s'étiennent plus, ou du comité de supervision, parce qu'il y a un acteur qui a choisi de ne pas respecter ce qui a été convenu. Après, le secrétaire d'État Rubio avait prédit qu'il y aurait des up and down. Aujourd'hui, dans les différentes discussions que le président de la République, que nous avons eues avec les différents officiels américains, pour eux tous, il n'est plus question d'ambiguïté sur le fait qu'ils doivent agir sur le Rwanda, sûrement qu'ils agissent à travers des mécanismes de pression avant d'arriver à des sanctions, mais ça c'est la part américaine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, nous continuons de prendre de nos dispositions et de nous organiser pour nous assurer que nous protégeons notre territoire. Que prévoient ces accords? Aujourd'hui, on constate qu'il y a un des signataires qui ne respecte pas sa parole. Que prévoient les accords dans ce genre de cas? Écoutez, les accords sont signés d'abord de bonne foi. Principalement, on ne va pas tout de suite la sortir des mesures disciplinaires de fouet, etc. Si c'était le cas, peut-être qu'à Luanda, on en aurait déjà fini. Je crois qu'aujourd'hui, le fait que la question ait été reprise par la médiation américaine principalement, même s'il faut dire aussi que les autres médiations, notamment africaines, continuent d'accompagner, les Américains disposent des leviers. Et ils disposent des leviers non négligeables qui, si ils sont utilisés sur le Rwanda, le président Kagame étouffera, ce sera le responsable de l'étouffement que connaîtra le peuple rwandais. Je n'ai pas besoin de rappeler la structuration de l'économie rwandaise qui s'effondre sur le vol et le pillage de ressources en RDC, des activités des RSL, et qui s'effondre un peu sur la solidarité internationale. Et donc, si aujourd'hui les Américains arrivaient, c'est peut-être les points sur lesquels ils y travaillent, parce que il faudrait peut-être pas étouffer toute la population du fait des agissements d'un individu, mais finalement, je crois qu'ils finiront par s'y résoudre, parce que pour nous et pour eux, s'il faut avancer dans l'agenda, notamment en ce qui concerne les partenariats stratégiques au plan économique, ils doivent agir. N'oubliez pas non plus qu'avec les Américains, nous avons un mémorandum sur la sécurité. Je crois que vous avez aussi vu qu'il y avait à Kinshasa, il y a quelques semaines, une mission d'Africom qui est venue, parce que de ce point de vue, nous sommes aussi en train de travailler. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que pour moi, le Rwanda, c'est même un sujet périphérique, parce que ça va se régler dans le temps. Lorsqu'on parle aujourd'hui des grands enjeux dont dépendent l'avenir stratégique, notamment de l'industrie militaire américaine, je ne suis pas sûr que le Rwanda peut peser dans la balance lorsque des enjeux de ce type sont engagés dans un contexte mondial qui est le nôtre aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous avez dit que la question du Rwanda va se régler dans les temps. Les habitants du Nord et du Sud Kivu s'impatientent. Ils ont besoin du retour de la paix. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, l'aéroport de Bangoka a été victime des attaques des drones de AFC M23. Je voudrais savoir si le gouvernement s'attend à plus de sanctions contre Kigali, contre les autorités rwandaises. Écoutez, de toute façon, de ce point de vue, nous avons eu les conversations qu'il faut et l'Amérique va faire sa part. Mais nous, pour ce qui nous concerne, lorsque je vous dis que nous prenons des dispositions, on peut vous dire, vous voyez, le père et le fils, donc le Rwanda et les M23, ils agissent avec une seule ambition, s'aimer la terreur dans les chefs de nos populations. Lorsque vous avez vu, par exemple, s'il faut revenir un peu sur les événements de Vira, des missiles sont partis du territoire rwandais, des drones kamikazes ont été utilisés sur des cibles civiles, et vous voyez qu'il y a une logique de vouloir s'aimer la terreur. Et c'est dans cette même logique qu'ils ont voulu s'aimer la terreur à Kisangani,
en utilisant, parce que ce qu'ils ont fait, c'est peut-être pas moi qui l'ai dit, lorsque vous lisez la réaction du président de la Commission de l'Union africaine, c'est des actes terroristes. Donc le Rwanda agit en terroriste parce que les M23 ou le FIS n'a pas accès à des technologies de ce type. Mais je vous ai dit que nous prenons des dispositions pour nous assurer que nous protégeons nos populations. Ces drones n'ont eu aucun impact, n'ont eu aucun effet parce qu'ils ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Mais ici, il faut relever le fait de cibler une infrastructure civile avec des activités aéroportuaires civiles qui continuent. Hein. Vous avez vu le gouverneur aller faire un tour et des vols qui continuent de décoller, de descendre de Kisangani. C'est illustratif justement du désespoir du père, qui pense en termes de barreau d'honneur, passer par des actes et vient confirmer qu'il est terroriste et que les autres qui agissent avec lui le sont. Et les pères, c'est le Rwanda, c'est ça? Mais c'est connu. Les pères, c'est le Rwanda et qui aime agir avec sa brigade avancée. Et donc, lorsque le père pose des actes, le fils, donc la brigade avancée, veut revendiquer les actes, mais tout le monde sait, parce qu'entre-temps, nous avons récupéré les débris de ces différents engins qui ont été détruits. Et ça peut nous permettre de les retracer, de savoir que c'est les pères et c'est lui qui fournit. Washington a aussi été le lieu où le président est venu participer au petit déjeuner national américain de prière. 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain. Si vous faites cela, on dit les organisateurs, vous allez changer votre pays qui est le joyau de l'Afrique. Est-ce qu'on sort de pareils événements comme on y était arrivé? Ça, ce sera ma deuxième question, parce que ma première question, c'est le but principal du voyage du président, c'était ce déjeuner de prière. Pourquoi y être venu? D'abord, premièrement, je vous épargne justement de certains détails parce que j'ai eu le privilège d'assister les présidents de la République à la réunion avec les organisateurs. Je pense que il y a des compatriotes, en l'occurrence Georges Efomi, paix à son âme, qui voulaient, avec les comités organisateurs, venir en RDC parce que il y avait un message prophétique pour le pays. Et je pense que les honneurs ou l'honneur qui a été réservé au président de la République a été fait de manière inédite. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les organisateurs qui l'ont dit au président de la République lorsqu'il l'a rencontré. C'est par rapport justement à ces rôles cruciaux que la République démocratique du Congo est appelée à jouer en Afrique et comme dans le monde. Et l'honneur qui a été fait au président de dire une prière à cette occasion, c'est aussi illustratif justement de la mission qui est la nôtre et de la disponibilité du président de la République à contribuer à la résolution d'un certain nombre de sujets. Et donc, de ce point de vue, la République démocratique du Congo a été remise au centre et tout se tient finalement au regard. N'oubliez pas que le président de la République lui-même, c'est peut-être pas le lieu de revenir dessus, est un fervent chrétien. Parmi les premiers actes qu'il a posés à son arrivée aux responsabilités, c'était de consacrer les pays au Seigneur. Et donc c'est dans la droite ligne de ses convictions profondes qu'il est arrivé. Et c'est même dans les mêmes esprits qu'il a toujours dirigé la République démocratique du Congo. Et ici, il faut peut-être pas regarder le président comme individu, mais il faut regarder le pays et dans la phase critique que le pays a atteint de sortir justement des ténèbres. Parce que c'est lui-même qui disait aussi que les ténèbres ne règneront pas toujours. Et aujourd'hui, avant quand on parlait du Congo, on parlait du Congo sous le prisme de la guerre, de la violence. Mais aujourd'hui, et cette semaine nous l'avons vécu, on a plus parlé du Congo en ce que le Congo donne des réponses aux problèmes cruciaux de l'humanité, principalement aux problèmes, certains problèmes stratégiques du gouvernement américain. Et donc c'est clair que nous avons repris le rôle et c'est plus ou moins la résultante de tous ces efforts consentis par le président de la République depuis plus de 6 ans maintenant pour permettre à la République démocratique du Congo de jouer son rôle qui est un rôle moteur à la fois en Afrique mais aussi à la résolution des problèmes du monde. Donc lorsque nous disons de la République démocratique du Congo, c'est un pays solution, c'est la preuve que nous venons d'avoir entre autres avec tout ce qui s'est passé à Washington. On parlait de foi. Bien sûr.
La RDC, qui est la deuxième plus grande délégation présente à Washington après l'Ukraine, c'est aussi ce qu'ont dit les organisateurs, qui ne se sont pas empêchés de dire qu'il s'agissait aussi ou surtout d'une invitation à venir dialoguer pour qu'ensemble les Congolais changent le pays. L'un d'entre eux a dit, si chacun rentre au pays avec la flamme, donnée et témoignée ici à Washington, la situation ira en s'améliorant. Je paraphrase Azarias Ruberwa, l'ancien vice-président de la République. Alors, il y avait Azarias Ruberwa, il y avait Moïse Kanga, il y avait Isaac Chilumba, il y avait Modeste Bahati, il y avait le révérend Senga, il y avait aussi Monseigneur Cholet. Tout cela donnait une petite impression de dialogue avant le dialogue. Est-ce que Washington a été le lieu où le président a rencontré des opposants, où certains faits préparatifs de ce dialogue ont été mis en marche parce que au Parlement, tout le monde a rappelé avec le président que le dialogue est un passage indispensable au retour à la paix en RDC. Alors écoutez, à ma connaissance, je n'ai pas pris part au National Prayer Breakfast, je ne saurais pas vous dire davantage sur ce qui s'y est passé, mais il faut savoir que la paix, avant de l'avoir, il faut être prédisposé. Et moi, dans ce que je sais, parce que nous travaillons quotidiennement avec le président de la République, il est bien prédisposé à être un vecteur de paix. Bon, pour faire la paix, vous devez avoir en face de vous des interlocuteurs qui ont aussi les cœurs tout aussi disposés pour vous amener par là. Et si on doit parler des prédispositions, je pense que le président en a déjà donné les preuves. Et je pense aussi qu'au 31 janvier dernier, lorsqu'il a rencontré le corps diplomatique, il a dit toute sa disponibilité concernant les dialogues, que la question actuellement n'est plus plutôt une question de séquençage qu'une question de la tenue même du dialogue et de fixer certains détails. Alors ici, ce qu'il faut que je rappelle, c'est que nous avons déjà 2 autres dialogues qui se tiennent. Nous avons terminé le dialogue principal avec le père, le Rwanda, en ce que nous avons un accord signé ici à Washington et que cet accord souffre d'application parce que le père, sachant que cet accord vient mettre à mort ses activités illicites, ses activités qui financent son économie, il est bien mal à l'aise de contribuer à la concrétisation de cet accord. Vous parlez de l'accord du 4 décembre 2025 ? L'accord du 25 juin 2025 qui a été entériné le 4 décembre. Et donc ici, il n'est carrément, lui, le président rwandais, pas prédisposé à faire la paix. Sinon, le père agissant à côté du fils n'aurait pas, pendant que nous sommes en discussion ici à Washington, déclenché les hostilités sur les personnes civiles que nous avons vues à Uvira. Au-delà justement du dialogue avec le père, nous avons un dialogue avec le fils. Le dialogue avec le fils est droit. Mais pour nous, il était tout aussi clair qu'on ne pouvait pas continuer dans ces discussions de la manière dont on les faisait lorsque le père à côté du fils a décidé de les rejoindre dans ces activités qui devraient en réalité ne plus avoir lieu. Parce que nous avions déjà, lorsque nous discutions, dit qu'on arrêtait les hostilités, on parlait du cessez-le-feu. Et de ces points de vue, je dois dire que les dimanches derniers, on a eu, lundi dernier d'ailleurs, il y a eu un communiqué qui est sorti de Doha, qui a démontré qu'il y avait aujourd'hui, des parts et d'autres, un engagement clair autour de la mise en place du dispositif du cessez-le-feu, qui précise notamment le rôle que la MONUSCO est appelée à jouer dans ces contextes, c'est les premiers préalables. Donc, vous avez un dialogue avec le père qui grippe, parce que le père, le Rwanda, pas disposé à exécuter ce qui est prévu dans le cadre de l'accord de paix. Et puis, vous avez le dialogue avec le fils interrompu, parce que le fils solidaire du père est rentré comme brigade avancée dans des activités hostiles. Mais j'ose croire qu'avec, et justement, la pression américaine, avec ce qui a pu être ressorti de Doha, le mécanisme du cessez-le-feu, voyons voir comment tout ça va se mettre en place pour permettre la suite. N'oubliez pas qu'entre-temps,
il y a eu une réunion autour du médiateur de l'Union africaine, le président Faure Gnassingbé, avec le panel des médiateurs à Lomé, où des discussions ont eu lieu et où il est prévu de rôle pour les uns et les autres. Ils étaient à Kinshasa, ils ont vu le président. Et donc maintenant, sur la question du dialogue en interne, le président de la République l'a dit. Il a dit aussi que, au-delà de ces dialogues, on ne consacrera pas non plus l'impunité. Et donc aujourd'hui, c'est une question, comme je le disais, des séquençages jusqu'à arriver à sa mise en œuvre. Mais il faudra, peut-être que ça fera l'objet d'une question de relance, mais il faut interroger, entre autres, les rôles des certains qui veulent être au centre de ces dialogues à venir et qui font montre d'un comportement clairement partisan ou complice, ou peut-être complice, qui ne permet pas justement à ces processus de se tenir dans la sérénité que cela requiert, parce que c'est un processus qui doit être complémentaire et en cohérence avec ce que nous avons fait à Washington et ce que nous faisons à Doha, de sorte que nous puissions avoir un paquet qui permette à la RDC de respirer l'air de la paix. Monsieur le ministre, vous êtes porte-parole du gouvernement. La question du dialogue fait jaser, la classe politique notamment. Une certaine opinion estime que le dialogue serait mieux s'il est organisé après la fin de la guerre, pas maintenant. Quel est votre point de vue? Écoutez, vous ne faites que me compléter ou me préciser dans ce que j'avais dit, parce que, dites-moi, nous avons été à Washington où nous avons signé un accord avec le président américain, qui est l'homme le plus puissant du monde. Et vous avez vu que dans la même période, le président rwandais a attaqué Uvira de la manière la plus violente. Dites-moi, vous pensez que si nous nous asseyons entre nous, Congolais, le lendemain, le président rwandais va cesser ses activités? Lorsque nous disons que la crise, elle est sécuritaire, consécutive à une agression qui aujourd'hui n'est plus régnée ni par le Rwanda, ni par personne. D'ailleurs, on a vu le père et les fils, mais il y a ceux qui se présentent d'ailleurs, certains comme facilitateurs dans ces dialogues, qui sont même pas en mesure d'intégrer la donne des aveux qui ont été faits d'abord par l'ambassadrice ici à Washington, mais par lui-même aussi, le président rwandais, lorsqu'il reconnaît avoir menti à la question de CNN s'il avait des troupes en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Dialogue, le président de la République a été précis. S'il doit y avoir ces dialogues, il se tiendra sur le territoire national et il ne consacrera pas l'impunité. Vous avez plus ou moins la logique du président qui a été dessinée. Et donc, le dialogue en lui-même ne sera pas inclusif dont on parle, ne sera pas en lui-même suffisant pour mettre fin à une crise qui est sécuritaire liée à l'agression. C'est pour ça qu'il faut faire tout de suite le lien de la complémentarité. Lorsqu'on aura fini avec le père, lorsqu'on aura fini avec le fils, on pourra maintenant, dans le cadre de ces dialogues, traiter des questions de ceux, malheureusement, qui sont devenus complices du fils ou du père, ou exécutants du père et du fils, dans un mélange malsain contre la République, parce qu'ils ont des intérêts politiciens à la fin. Mais bon, ça fera encore l'objet d'une question qui sera étudiée, bon, parce qu'il existe une feuille de route. Après, il faudra sûrement définir qui doivent être les participants, et c'est peut-être en ce moment-là constituera le rôle des uns des autres. Retour à Washington, Monsieur le ministre. Nous avons assisté à cette rencontre au niveau de la Chambre de commerce américaine, rencontre à laquelle a pris part le président de la République, la RDC, par la voix du premier d'entre nous, a présenté les opportunités d'affaires, des investissements en République démocratique du Congo. Concrètement, en 2 mots, qu'est-ce que la RDC, en tant que gouvernement, a pu présenter aux investisseurs américains et en retour, qu'est-ce que nous avons gagné en tant que pays? D'abord, je crois que c'est le Sakweno qui a interrogé mon collègue Watou.
avant que le président de la République ne participe à la table ronde qui a été organisée par la Chambre américaine de commerce, il y a eu une réunion le matin. La réunion de ce qu'on appelle en anglais Joint Steering Committee, les comités directeurs conjoints créés dans le cadre de l'exécution du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Il y a un communiqué qui est sorti, qui a été clair et qui a acté que la République démocratique du Congo a fourni la liste de ce qu'on appelle la réserve des actifs stratégiques. Aujourd'hui, dans ces cadres bilatéraux d'abord entre G2G, donc gouvernement à gouvernement, nous avons fourni une liste de ces réserves au gouvernement américain. Les Américains vont regarder à leur niveau, avec leur entreprise, comment ils peuvent s'engager conformément à l'esprit de cet accord où il n'y a rien qui ne dure 99 ans. On y reviendra peut-être, pour voir comment on passe à la phase suivante. Mais en attendant qu'on y arrive, vous avez appris que non seulement que la GECAMINE a déjà fourni 100 000 tonnes de cuivre ici aux États-Unis, mais qu'il y a eu ces deals autour de Schema et de la société américaine Virtus. Vous avez sûrement aussi suivi cette intention d'une société américaine, Orion je pense, de rachat de quelque part de Glencore, on parle de 9 milliards. Nous sommes dans du concret. Et si vous lisez tous les actes ou tous les documents qui accompagnent, donc il y a une volonté pour la GECAMINE de continuer à fournir aux États-Unis. Et donc nous sommes déjà dans le concret. Et n'oubliez pas que la première réunion que le président de la République a eue en commençant son séjour ici, c'était avec DFC, donc le département financier de l'administration américaine, et Exim Bank, où il y a des engagements clairs en termes de financement pour différents projets qui vont être retenus. Donc aujourd'hui, cette réunion qui s'est tenue hier devrait initialement se tenir le 5 mars, mais parce que justement il y a des impératifs et parce que nous sommes prêts, nous avons avancé. Et donc la table ronde qui a été organisée justement par les départements d'État avec la Chambre de commerce visait à mettre certains patrons des entreprises américaines de premier plan avec le président de la République. Vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture. Je dois vous dire que dans la conversation qui a suivi, c'était une conversation claire et où le président de la République s'était lui-même engagé à faciliter et à suivre un certain nombre de projets. Mais la bonne chose, c'est que la plupart de ces boîtes sont déjà en République démocratique du Congo. C'est vous dire l'attractivité de notre pays et c'est vous dire aussi que nous sommes rentrés dans un tournant. Vous savez, quand un arbre pousse, on n'entend sûrement pas les bruits. Mais peut-être que dans les mois qui viennent ou dans une année, vous allez voir un arbre bien pointé, et tout ça va venir concrétiser ces efforts du président de la République à travers une stratégie claire et des lignes clairement définies pour que la République démocratique du Congo soit en mesure de jouer son rôle plein qui est attendu dans le cadre du partenariat stratégique avec le gouvernement américain, mais aussi d'être ces pays qui pourra fournir des solutions ou à partir duquel pourra partir des solutions pour les industries stratégiques américaines. À la Chambre de commerce, beaucoup d'investisseurs ont dit qu'ils venaient. Ceux qui prospectaient ont confirmé qu'ils venaient. Mais il y en a d'autres aussi qui ont dit pas encore, la sécurité d'abord. Alors, excusez-moi de revenir un peu aux discussions ici avec les Américains et à l'actualité congolaise. Le président Tshisekedi dit dialogue, pas de pro-Rwanda. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege dit dialogue, pas pendant la guerre. Mais les États-Unis disent au plus tôt absolument, voire obligatoirement pour sécuriser les investissements. Alors, si ce dialogue, il doit y avoir, vous avez tout à l'heure éraflé sans les citer les pères spirituels, qui pourrait être le médiateur, quelle pourrait être la forme de ce dialogue? Est-ce qu'il y a d'autres que les pères spirituels qui sont disponibles dans votre entendement
pour mener ce moment qui devrait être d'une grande importance pour la RDC? Écoutez, dans l'entendement du président de la République, il a exprimé à l'occasion de l'échange de vœux, il a dit que les dialogues devraient être organisés par les institutions. Il est évident que dans la feuille de route, dans les cas de discussions qui sont en cours, les moments venus, des équipes s'assiéront pour en fixer les modalités. Donc plus Ici, il faut faire la nuance. ni SCC, Il faut ni faire la SALCO. nuance sur le principe, le dialogue qui doit se tenir. On n'a même pas besoin de faire un cheminement sur ça, mais les dialogues doivent se tenir, évidemment, en répondant à certains préalables. Personne, même ceux qui nous réclament, nous proposent ou nous suggèrent d'avancer vers ces dialogues ici aux États-Unis, n'ignore le fait qu'il faut réunir les conditions de sérénité qui permettent à ces dialogues de se tenir. Et ces conditions de sérénité, pour qu'elles soient réunies, il faut d'abord qu'on arrive à traiter les questions des pères et du fils qui tuent nos Congolais et qui exposent nos Congolais à des drames innommables. Mais bon, maintenant, je me réserve parce qu'il y a ceux qui ont travaillé des parts d'autres autour, notamment de la feuille de route, qui pourront se revoir. Mais entre-temps, lorsqu'on analyse aujourd'hui des prises de position de certains qui veulent jouer ce rôle-là, c'était sur Top Congo, lorsqu'on entend Monseigneur Cholet ne pas être en mesure de répondre sans ambiguïté à une question sur la responsabilité avouée du père dans ses activités meurtrières en RDC, ça pose problème. Lorsque il y a une tendance à vouloir mettre au même diapason une armée républicaine qui défend le territoire et les citoyens au niveau d'un groupe armé terroriste, je veux rajouter, lorsque vous avez suivi les derniers événements de Kisangani, ça pose problème, non pas pour nous forcément comme gouvernement, mais j'ai vu les réactions des Congolais à la sortie du Monseigneur. Je crois qu'il n'est pas tard, Top Congo, vous pouvez lui reposer les questions pour qu'il soit plus précis, auquel cas, beaucoup, dans ce qu'ils m'ont dit, ils n'ont pas entendu parler un homme d'église. Moi, je peux bien comprendre qu'on veuille jouer un rôle de médiation, qu'on veuille se mettre au milieu, mais on ne peut pas se mettre au milieu sans dénoncer les mal. Vous savez, ceux qui font plus mal, ce sont ceux qui voient le mal et ils s'y taisent. Et donc, lorsque, en plus, vous êtes dans une position d'église, mais ce n'est pas parce que Monseigneur Cholet, parce qu'ici, j'ai fait la différence entre l'église catholique et ses dirigeants, parce qu'il ne faut pas aller dans l'amalgame. Lorsque Monseigneur Cholet, s'il venait à dire ou à condamner le Rwanda et les M23, je ne vois pas comment le Rwanda ou les M23 lui dénieraient le rôle qu'ils veulent jouer en termes de médiation, parce que même dans les dialogues qu'on aura, on aura de supplétifs ou d'autres qui seront complémentaires à ceux qui tuent par les armes. Je ne voudrais pas revenir dans ces détails, mais aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que ceux qui nous encadrent spirituellement soient pas en mesure de nous dire ce qui de faire, ce qui nous prêche. Le mal, c'est le mal. Il faut nommer le mal de manière claire, sans ambiguïté, et ne pas subordonner cette dénonciation du mal à un rôle qu'on veut jouer ou qu'on se propose de jouer dans le cadre d'un dialogue. Ensuite, lorsque nous présentons cet accord qui est historique, Christian Lusakweno, Oscar Mbal, vous savez que les investissements, par exemple, dans les secteurs miniers prennent beaucoup de temps. Cet accord stratégique, c'est un accord pour les Congolais. Parce que certains projets pour voir le jour, les études de faisabilité, les études environnementales, ça peut facilement vous prendre 2-3 ans, ça peut prendre le temps que ça prendra, et certains projets pour atteindre la maturité, ça peut vous prendre 30-40 ans. Et donc, c'est pour le Congolais. Et donc, lorsque vous voulez critiquer, c'est qui aujourd'hui remet le Congo dans son rôle naturel et qui peut nous permettre à la fois, non pas seulement de régler le problème de sécurité, mais de régler les problèmes d'emploi de Congolais, ne doit pas faire l'objet d'une campagne de désinformation qui parte
des pères spirituels. Et donc, lorsque on veut évoquer des accords de confidentialité ou lorsqu'on veut évoquer des choses qui ont été faites qui n'ont pas été dites, on se trompe. Aux États-Unis, il n'y a rien que vous ne faites qui ne soit pas public. Mais il Et existe. lorsque vous discutez, pourquoi, par exemple, lorsque la SENCO tient ses conférences, tout le monde n'est pas admis. Pourquoi? Pourquoi vouloir faire croire aux Congolais, lorsqu'on évoque un accord de confidentialité, ça veut dire qu'on veut cacher des choses. Mais là, c'est vraiment, je suis désolé, désorienter de manière volontaire le peuple de Dieu. Un accord de confidentialité dans un contexte de concurrence, c'est tout à fait normal que lorsque moi je conviens de faire un contrat avec Top Congo, que je ne veuille pas qu'une radio concurrente ne soit au courant. En quoi nous violons la loi? En quoi nous cachons des choses à nos compatriotes? Au contraire, nous encourageons les Congolais à lire l'accord et nous avons, dans le cadre de notre action, commencé déjà la vulgarisation de ces textes parce que les Congolais doivent en comprendre les fondements de bout en bout. Vous avez parlé tout à l'heure de conditions de sérénité. Je reviens à dialogue, excusez-moi d'insister. Les conditions de sérénité, c'est aussi que tout le monde puisse assister à ce grand rendez-vous. Au moment où certains opposants sont arrêtés, beaucoup se plaignent de ne pas trop savoir pourquoi. Est-ce que l'on peut penser que ce dialogue se tienne notamment à Kinshasa? Écoutez, nous avions un peu l'exemple de 2016, n'est-ce pas? Ça s'est tenu à Kinshasa, non? On parlait aussi des évêques, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de guerre, c'était juste pour le mandat, J'en arrive. On appelle ça dialogue entre Congolais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, si on veut faire un dialogue entre Congolais, pourquoi on refuserait l'idée de les faire à la maison? Parce que certains se disent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui certains disent qu'ils sont en exil. Oui. Moïse Katumbi est dehors. Je ne vais pas citer les Christian, je vais en citer d'autres. Beaucoup sont en exil. Lorsque vous dites ça, il faut que chacun, les uns les autres, ait les reculs. Moïse Katumbi est en exil, pourquoi? Les raisons sont les siennes. Mais justement, merci. Alors, lorsque quelqu'un, pardon. Alors, je vous pose la question. À ma connaissance, répondons s'il vous plaît. Ne répondons pas à ceux qui, ne répondons pas à ceux qui ont fui. Répondons à ceux qui sont là et qui sont arrêtés. Pourquoi est-ce que M. Chadari et M. Minakou sont interpellés? C'est le prétexte qui est évoqué par ceux qui disent qu'ils préfèrent l'exil à la prison. Est-ce que vous avez des détails à donner là-dessus? Vous me laissez vous répondre maintenant, s'il vous plaît. Parce que vous avez évoqué le cas de l'honorable Moïse Katumbi. Pourquoi il est en exil, d'après vous? Qu'est-ce qui s'est passé autour de lui? Qu'est-ce que vous aviez appris qu'il y avait contre lui qui justifie le fait qu'il se dise aujourd'hui en exil? Regardez les faits. À ma connaissance, il y avait une affaire d'un aéroport qu'on a commencé à construire sans autorisation, une invitation, tout simplement, à l'autorité de l'aéronautique civile. Moi, je ne suis pas au courant d'autre chose en dehors de ça. Et je ne continuerai pas sur les individus parce que parfois, ça peut toujours susciter des réactions. Oui, mais pourquoi je vous parle, laissez-moi, mais pourquoi? Mais j'ai demandé tout à l'heure que vous me laissiez vous répondre. Christian Lussakweno, n'oublions pas qu'il y a des Congolais qui sont alliés du Père. Dans les Congolais alliés du Père, dont le Père, le Rwanda, a différents fils, notamment le M23 qui est les fils visibles. Il y a d'autres fils qui sont dans les mêmes plans, mais qui ne se révèlent pas, qui agissent autrement. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser le pays dans son ensemble. La déstabilisation, c'est pas seulement dans les régions où il y a la guerre, même si certains, le fils a chanté aujourd'hui qu'il y avait la paix, je ne sais pas de quel pays on parle, lorsque quotidiennement on tue de Congolais. Ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, lorsque nous sommes dans un contexte où la sécurité, où l'intégrité territoriale est menacée et où nous savons que des Congolais sont complices, Christian, oui ou non, des Congolais sont complices du Rwanda?
Oui ou non, les Congolais sont complices du Rwanda? Le Rwanda intervient par Congolais interposés, tout le monde le Merci, sait. d'accord. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui sont complices. Donc, il y a des Congolais, excusez-moi, Chadari et pardon. Minakou Excusez-moi, sont complices. j'avais dit qu'il faut éviter de personnaliser. Donc, si vous reconnaissez qu'il y a des Congolais complices qui sont dans les parties du pays sous occupation, vous savez aussi qu'il y a des Congolais qui sont complices dans les autres parties du pays qui ne sont pas sous occupation, premièrement. Alors, il faut peut-être qu'on se regarde dans les yeux, parce que nous parlons de justice, nous parlons tous d'état de droit. Christian Lusakwedo, dites-moi, quel est le seul pays au monde que vous connaissez qui n'a pas de service de sécurité? Dans un contexte d'agression, pourquoi refusez-vous aux services de faire leur travail? Et donc, lorsque les services font leur travail, et lorsqu'ils ont des indications qui ramènent à tel ou tel autre individu, pourquoi vous trouvez anormal, au nom de la sécurité collective, que ces services fassent leur travail? Nous sommes aux États-Unis, je n'ai pas envie de vous rappeler le Patriot Act qui a été adopté après le 11 septembre, avec des mesures radicales, notamment en termes de restrictions de liberté. On aurait pu faire ces choix par rapport à l'agression que nous connaissons, à toutes les tentacules qu'il y a. Et donc, si aujourd'hui, des compatriotes ont été interpellés dans le cadre du travail qui s'est fait au nom de la sécurité collective, ne nous condamnez pas, mais assurons-nous par contre, et c'est cela l'état du droit, que ces compatriotes sont assistés et que la procédure à laquelle ils font face est une procédure qui répond à ce que le droit recommande. Et donc, pour le reste, ne tombons pas justement dans ces pièges où on veut faire croire. Certains sont partis volontairement. Si vous devez scruter les uns les autres, ils sont partis volontairement, mais lorsqu'ils sortent, ils font des déclarations qui rencontrent les intentions du Père et du Fils. Il y a des infractions, on parle apologie de la rébellion, apologie du terrorisme, mais je n'ai pas toutes les clarifications en termes du droit. Mais Christian, assurez-vous qu'il n'y a pas une interpellation qui s'efface sans qu'il n'y ait des éléments qui permettent de le faire. Peut-être alors que dans la phase préjuridictionnelle, ça peut aussi se faire à décharge. Que monsieur tel, nous avions eu des soupçons au regard de la proximité. Christian Lusakwedo, n'oublions pas que les acteurs que vous citez sont réputés proches de ceux qui aujourd'hui servent d'appendice au Rwanda. Et donc, s'il y a des éléments à glaner qui peuvent permettre d'assurer une sécurité collective, où est le problème? Parce que l'enjeu, c'est aussi la protection de notre démocratie. Il ne faut pas l'oublier. Monsieur le ministre, nous sommes en train de terminer. J'ai cru comprendre à la fin, au début, que c'est Lusakwedo qui terminerait. Oui, j'ai une petite question à vous poser. J'ai une petite question à vous poser justement par rapport à ce dialogue. Dans mon entendement, quand on parle de dialogue, c'est supposé qu'il y aura des concessions. Quand on parle de dialogue, d'ailleurs, toutes les parties qui sont dans l'opposition, même au niveau de la majorité, même le président de la République, lors de la cérémonie d'échange de vœux avec les corps des diplomates, des ambassadeurs, il a souligné les caractères inclusifs de ces dialogues. Moi, je voudrais savoir quelles sont les limites de cette inclusivité. Écoutez, je ne suis pas sûr que vous posez la question à la bonne personne parce que il existe aujourd'hui une feuille de route, des acteurs y ont travaillé, et les moments venus, je crois que nous pourrons intervenir sur comment ces choses doivent se faire. N'oubliez pas qu'ici, et c'est choquant parce que nous sommes dans un pays qu'on appelle États-Unis d'Amérique. Je crois que si vous interrogez un Américain par rapport à la situation que nous connaissons, beaucoup seraient choqués de voir qu'il y a des Congolais qui sont complices de l'ennemi. Parce que dans ce pays, je crois que c'est parmi les pays au monde qui donnent les plus de sens au patriotisme. Tout à l'heure, je parlais de Patriot Act. Et aujourd'hui, c'est choquant de voir que certains Congolais ne font preuve d'aucune compassion lorsque vous regardez. Aujourd'hui, on a plus de 7 millions de populations déplacées. À cause des agissements du Rwanda, nous avons perdu 10 000 d'entre nous. Kagoma, en 3-4 jours. Nous avons en quelques jours opération d'Ouvira.
1500 morts, plus de 300 000 déplacés, 12 000 enfants sans famille. Vous avez des enfants qui ont des avenirs compromis. Et voir qu'il y a des Congolais qui les justifient, et voir qu'il y a des Congolais qui ne s'émeuvent pas au Skambal, c'est extrêmement choquant. Pendant ces séjours à Washington, j'ai eu l'occasion de discuter avec nos compatriotes Banyamulenge et certains de la communauté Tutsi. J'ai été édifié davantage dans la conviction qui est la nôtre. C'est que la stigmatisation de nos communautés part d'abord du Rwanda. Elle part du Rwanda, principalement d'ailleurs. Parce que les autres Congolais, certains d'entre nous qui peuvent réagir d'une certaine manière, c'est des réactions de colère de voir que mon voisin de tous les jours, c'est le président d'un pays voisin qui veut le défendre. Qu'est-ce que moi je veux penser? Et moi je salue ici la bravoure des compatriotes Banyamulenge, principalement ceux d'Uvira, qui ont dit non. Aujourd'hui, À ceux qui l'instrumentalisation. sont partis avec le père et les fils à Kamanyola, d'autres ont déjà été déportés dans des camps des réfugiés au Rwanda. Donc vous avez quitté votre terre d'origine, votre maison, votre champ, l'école de vos enfants, pour aller servir de prétexte, malheureusement, après intimidation. C'est l'occasion de leur demander de revenir dans leur pays. Parce que les chaos annoncés, évidemment, ils ont pillé. Évidemment, ils ont ciblé certaines maisons. Ils ont ciblé certains individus. Mais les chaos annoncés par ceux-là n'ont pas eu lieu. À Uvira aujourd'hui, tous les Congolais se protègent. On regarde spécifiquement la communauté de nos frères Banyamulenge qui est stigmatisée. Et ce que j'ai entendu de certains d'entre eux ici à Washington me conforte parce que eux, ils disent ne jamais avoir mandaté le président rwandais pour le défendre. Au contraire, le président rwandais qui a installé dans les hauts plateaux un autre de ses fils, Red Tabara, sème la terreur, la mort et la désolation dans leur communauté. Et donc vous voyez que tous ces épiphénomènes-là qui sont créés, pensés par Kigali dans la stratégie du mensonge confirmé et revendiqué par le père doit être combattu et combattu de tous. Parce que le Congo que le président Tshisekedi souhaite, c'est les Congos où toutes les communautés cohabitent. C'est les Congos où nous avons le Muluba, nous avons le Muswahili, nous avons le Munyamulenge, nous avons tout le long d'ailleurs dans nos communautés ensemble pour préserver notre intégrité territoriale. Merci beaucoup, Oscar Mbal. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission RTNC Top Congo. Merci, Monsieur le Ministre. Au déjeuner de prière, on a entendu que chaque conversation rapproche nos cœurs. Ça m'aurait étonné que vous n'ayez pas une question. Ça aurait été trop beau que chaque conversation rapproche nos cœurs à Dieu. Si vous faites cela, vous allez changer votre pays qui est le joyau de l'Afrique. Vous pensez encore cela possible au Congo? Mais bien sûr, parce que vous savez, Christian, notre pays est porté à un grand destin et nous sommes en train d'y arriver. J'ai parlé de l'arbre qui poussait, beaucoup ne les perçoivent pas, mais d'où nous sommes, nous les percevons, parce que malgré le contexte de guerre, on n'a jamais autant trouvé des solutions aux problèmes des Congolais. Même si nous n'avons pas tous les moyens que les besoins des Congolais qui n'ont pas été résolus pendant des années exigent, mais nous avons un début. Regardez la gratuité, regardez les premiers pas de la couverture santé universelle, regardez des tas de choses, 145 territoires et des tas de choses que nous faisons qu'on aurait pu davantage faire si nous n'avions pas mieux faire, si nous n'avions pas cette question de la guerre. C'est vous dire que nous sommes déterminés. Et même la crise que nous connaissons, on ne vous trompe pas. Les crises, c'est des moments d'opportunité. Pour autant que nous arrivons tous à en tirer des leçons. Et c'est pour ça que on parlait notamment de la question de la justice. Parce que tirer des leçons, ça veut dire sanctionner ceux qui ont été à la base, ou les auteurs. C'est la sanction qui sera donnée aux traîtres d'aujourd'hui, qui dissuadera les compatriotes demain qui vont penser qui peuvent être tentés
à suivre justement les sollicitations de l'ennemi. Donc les éléments que moi je suis en train de percevoir, Christian, c'est des éléments qui vont ramener ou qui vont nous aider à cimenter cette grandeur. Aujourd'hui, vous savez, même si certaines parties de notre territoire sont occupées, nous travaillons d'ailleurs à desserrer cet étau, et ça va arriver, ce n'est plus qu'une question de temps. Mais il y a une conscience justement nationale. Et cette conscience ne peut pas être vaincue par des drones kamikazes. Cette conscience ne peut pas être vaincue par des campagnes mensongères. Et c'est cette conscience que j'ai notée dans la communauté Banyamulenge que j'ai vue et que j'ai notée dans les jeunes que j'ai rencontrés lorsque nous organisions des journées des mémoires. Il y a une telle prise de conscience aujourd'hui dans les chefs de Congolais, et je pense que c'est les socles qui va nous permettre d'avoir les racines à partir desquelles notre grandeur va se construire. Et donc, il faut considérer ces moments comme un moment historique, parce qu'il faut du mal tirer le meilleur, du pire tirer le meilleur, et dans ces meilleurs, pour les uns les autres, de transcender évidemment tous ces clivages, d'être en mesure de pleinement s'y réconcilier, d'être en mesure de pleinement ouvrir les cœurs, d'être en mesure de penser à l'autre avant nous, parce que dans beaucoup de choses que je vois, lorsque vous regardez les fils et qui veulent aujourd'hui, qui sont devenus aujourd'hui responsables de la mort des milliers de Congolais pour une frustration personnelle, c'est illogique. Pour permettre à ces Congos que nous voulons pour nos enfants et nos petits-enfants de voir les jours. Quand vous rentrerez au pays, souvenez-vous de ce message. Sans amour, vous n'avancerez pas. Faites preuve de courage et de compassion. Propos entendus au petit déjeuner national de prière ici à Washington. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur